Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine. Mon invité cette semaine est Thierry Speth, c'est un historien, mais un historien du monde du travail. Il a fait avant cela beaucoup de métiers différents. Il a été conseiller en insertion professionnelle, il a été chargé de mission au ministère de la Culture. Il a une vie professionnelle, mais pas que très diversifiée, très active, et surtout il a fait un travail remarquable sur cette vallée de la Fensch où il a reconstitué, y compris visuellement, un certain nombre de scènes de la vie industrielle qui était extrêmement intense ici, avec une sidérurgie hyper puissante. Et on va voir tout ça en discutant avec Thierry, mais aussi on va le voir en images. C'est une émission, vous allez voir, qui est passionnante, et puis on est dans une des plus grandes vallées industrielles de France, qui fut une des plus grandes vallées industrielles de France, la vallée de la Fensch. On est plus précisément à Knutange et à Nilvange, où Thierry, mon invité de cette semaine, est né. Je pars le rejoindre pour l'instant et je vous invite à me suivre. À tout de suite. Bonjour mon cher Thierry. Bonjour Vianney. Ça va ? Oui, ça va, impeccable. Tu nous as donné rendez-vous ici. Oui. On est dans un parc quand même très particulier, parce que sous nos pieds, c'est toute une histoire. Oui. Alors, il y a très longtemps, c'était vraiment un petit décor avec un élevage de truites. Ça, c'est dans les années 1800. Ouais. Et là-dessus, la sidérurgie est arrivée du jour au lendemain à partir de 1898. Et là, en très peu de temps, on a eu des montagnes d'acier, de construction, de bataille dans les périodes allemandes françaises. Donc, c'était une usine sidérurgique très polluante. On va en reparler un peu tout, Ouais. parce qu'en fait, c'était une immense zone industrielle, en fait, Ouais, cette ouais, vallée de la Fensch. C'est la Fensch qu'on entend là ? Oui, C'est c'est cool. la Fensch. Oui. Ah ouais, donc elle c'est est la encore Fensch. sur son trajet naturel. Là. D'accord. Ouais. On va d'abord un peu remonter l'histoire, parce que toi, tu es natif de cette région. Tu es Voilà. un gamin de Nilvange ou de Oui, voilà, Knutange, Nilvange. non ? Oui, Nilvange, oui. Ouais. Les- Est-ce qu'il y a comme ça des souvenirs qui reviennent immédiatement, c'est-à-dire qui sont vraiment collés à ton enfance nilvangeoise ? Oui. Alors moi ici, dès que je suis ici, je sens tout de suite l'odeur de l'usine. Ah ouais. En fait, il y avait tellement de poussière qui était soufflée qu'il y avait une odeur particulière. Donc quand le temps est un peu humide comme ça, j'arrive des fois à sentir l'odeur et tout de suite, immédiatement, ça me ramène dans l'enfance. Ah oui. Ouais, l'odeur. Parce que cette odeur te revient, mais c'est la mémoire qui te ramène cette odeur. Non, c'est l'odeur qui me ramène la mémoire. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Mais c'était... parce que là, quand on arrive, c'est plus vivant en bas, mais là, on arrive, on voit, il y a un hôtel-restaurant là qui est fermé, etc. Tout ça, ça devait bouillonner, ça devait être extrêmement Ah oui, vivant. oui. Il y avait des magasins à chaque mètre. Des épiceries toutes les 50 mètres, des vendeurs de tabac partout, il y avait des vendeurs de produits coloniaux, ça vivait, ça bourdonnait, il y avait des Solex, des mobylettes, des gens qui sortaient de l'usine, qui rentraient. Les trottoirs étaient pleins, comme à Metz ce dimanche. Ah ouais. On se bousculait, il y avait des photographes sur le trottoir qui faisaient des photos comme si on était sur une zone touristique, qui les vendaient. Des petites échoppes de limonade un peu partout, parce qu'il fallait absorber des sucres rapides quand on marchait et qu'on travaillait à l'usine. Donc oui, c'était très vivant. Mais alors, on ne s'imagine pas ça forcément de loin, parce qu'on pense à l'industrie, tout de suite quand on pense vallée de la Fensch, c'est industrie, mais c'était un site naturel extrêmement riche, extrêmement beau. D'ailleurs, on le voit autour de nous, on est entouré de forêt. C'est quoi, c'est de la balade aujourd'hui, c'est des randonnées ? Oui, il y a des circuits de balade, il y a des circuits en vélo, et puis il y a même un circuit occulte aventureux pour ceux qui veulent faire du hors-piste. D'accord. Avec les ruines romantiques de la sidérurgie, on va en voir quelques-unes. Ouais. Il y a de plus en plus de monde maintenant qui sont avertis et qui circulent un peu soit dans les souterrains ou alors en plein air. Alors Thierry, toi, on revient à ta famille, à ton parcours. Alors d'une famille italienne d'un côté, c'est ça ? Alsacienne, italienne ? Oui, et les deux sont venus s'échouer à Nilvange pour la sidérurgie. C'est-à-dire du côté de mon grand-père, c'était
ils venaient d'Alsace. Oui. Donc c'était un lieu ici où on pouvait travailler, avoir une maison d'usine. Et pour l'Italie, c'était pareil. Les Devadel ont fait venir énormément d'Italiens. Donc des deux côtés de la famille, c'était la sidérurgie qui nous a rassemblés ici. D'accord, Ouais. d'accord. Qu'on comprenne bien ici, quand on parle de la vallée de la Fensch, c'est de la sidérurgie, donc tu Ouais. feras. Il y avait pas de mine, hein. Il y avait de la mine aussi. Ah oui, oui. Alors des mines, très vite, ça a été l'achat de concessions minières partout. En fait, les Allemands, contrairement aux Français, eux, ils avaient sondé, ils savaient très bien quelle était la valeur du sol. Donc, quand la France s'est débarrassée de la Lorraine en la cédant à l'Allemagne, les Allemands ont fait bouger un peu les frontières pour être sûrs d'avoir les mines. Ouais. Donc, les mines ont ouvert en même temps que les usines. D'accord, Ouais. d'accord. Alors, on reviendra dans la suite de cette émission sur les raisons pour lesquelles toi tu n'es pas, parce qu'on était un peu sidérurgiste de père en fils dans cette région-là. Ouais, ouais. Pourquoi toi tu ne l'es pas? On va comprendre pourquoi. Mhm. Mais alors, tu as un parcours quand même professionnel très riche qui Oui. va de. Alors, conseiller en insertion professionnelle, tu travailles, tu es chargé de mission au ministère de la Culture aussi à un Ouais. moment. Enfin, tu fais des métiers extrêmement divers. Oui, oui, oui. Alors malheureusement, tous les gens de ma génération, c'est ça, on a connu plein de boulot. Hein. Quelques-uns de mes copains ont réussi à se faire engager grâce à leur père, à leur relation dans la sidérurgie. Donc dans les derniers moments de la sidérurgie, hein, trier les tôles, vraiment des boulots à la chaîne. Ouais. Et moi, j'y ai échappé. Enfin, c'était aussi un choix de partir sur autre chose, quoi. Oui, c'était un choix, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un regret de ne Ah oui, pas oui. avoir été à l'usine Oui, oui, comme oui. son père, son grand-père? Enfin, Oui, je sais oui, pas, hein, beaucoup. Oui, 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 bien sûr, beaucoup. De toute façon, tous les boulots que j'ai faits, hein, je les ai faits avec un alibi scientifique, hein, mais c'était la nostalgie. Ouais, Et tout ouais. ce que je fais en 3D VR, c'est pour retrouver des souvenirs d'enfance. Et quand j'ai fait tout ce travail photographique sur les usines qui tournaient encore, c'était pour retrouver des impressions et des choses que j'aurais dû connaître et que j'ai pas connues. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Donc tu te recrées aussi un univers. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Je prends connaissance d'un univers qui m'était promis, mais qui a disparu quand j'avais 15 ans, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Et qu'on va faire redécouvrir en partie Ouais. aux téléspectateurs parce que c'est vraiment Mhm. fantastique. Un tout dernier mot avant qu'on aille sur le deuxième lieu. Tu es historien, mais historien du monde du travail. C'est quoi la spécificité du monde du travail? Alors, le monde du travail, beaucoup de gens ont commencé à écrire l'histoire de la sidérurgie sans savoir ce que les sidérurgistes faisaient. Ouais. Par exemple, mon grand-père, lui, travaillait à la centrale électrique, donc il n'a jamais sorti la clé à molette pour réparer quoi que ce soit et manœuvrer des contacteurs. Ouais. Donc il y avait des boulots peinards très propres et puis il y avait des boulots très durs au fourneau. Ah, Donc si on doit commencer à écrire une histoire, il faut déjà savoir ce que les usines faisaient, ouais. où les gens travaillaient et qu'est-ce qu'ils fabriquaient. Et après seulement, on sait s'ils ont souffert ou non et qui a souffert. Donc c'est nécessaire d'être historien des sciences et des techniques D'accord. dans un premier Ah temps. oui, quoi. d'accord, ça a été là-dessus. Donc ça, on en reparlera aussi. Ouais. On reparlera de tes livres, notamment. Il y a eu beaucoup Ouais. de livres d'histoire. Et puis un dernier mot quand même, c'est... tu as fait un métier, je crois que peu de gens font sur cette planète. Il faut qu'on en parle. Mais j'ai lu ça quelque part, tu as été secoueur de haricots. C'est quoi cette histoire? Ouais, alors, les usines ici, elles produisaient beaucoup de poussière. C'est la première chose. Ah. Quand on est enfant, on voit que ça produit de la poussière. On en avait de la poussière dans l'œil, Ouais. à tel point que la médecine du travail laissait les enfants rentrer pour leur enlever avec un aimant les poussières de métal Ah ouais. qu'on recevait dans les yeux. Alors, tout le monde ici avait un jardin. Oui. Souvent, il y avait des haricots, mais il y avait tellement de poussière qui tombait que les feuilles d'haricots se recouvraient d'une couche de poussière avec Ouais, l'eau. d'accord. Et les pauvres haricots ne pouvaient plus respirer. Donc en été, les voisins me donnaient 2 francs si j'allais secouer les haricots. Donc la poussière tombait, les haricots pouvaient respirer. Excellent. Donc voilà, Ça a été ton premier métier? voilà, Secoueur de haricots. ouais, 8 ans, 10 ans. Formidable. Ouais, Et aujourd'hui, historien. Ouais. Quel parcours. ouais, voilà. C'était quoi cet élément? Ça servait à quoi ça? Alors ce qui reste, ce qu'on voit derrière nous, en fait, c'est le bas d'une cheminée, c'est le socle d'une cheminée. D'accord. Donc la cheminée faisait 80 mètres de haut, il y en avait 2 côte à côte, et elle a été abattue en fin 88. Et le maire de Nilvange avait souhaité garder le bas de la cheminée.
D'accord. Donc maintenant, il y a des jeunes qui viennent faire de l'escalade, du barbecue en dessous de la cheminée. D'ailleurs. Ah ouais. Il y a un bon tirage. Hein. Ouais, Et on voit encore une ouverture comme ça ovoïde qui servait à canaliser les gaz, d'accord. l'échappement de l'usine. Parce qu'on brûlait quoi là-dedans? Alors, qu'est-ce qui Alors, partait On là-dedans? faisait un mélange de minerai et de coke. Donc ça donnait une sorte de goudron qui après partait dans les hauts fourneaux. Donc on enrichissait le minerai. D'accord. C'était pour le rendre plus homogène. Mm. Ouais. Est-ce qu'on pourrait... alors, bien sûr, il y a toutes les photos qu'on a, les reconstitutions que tu as faites, Ouais. qui vont passer à l'écran et qui vont nous aider. Mais est-ce que, comme ça, on pourrait imaginer, là, si on recule 50 ans en arrière, à peu Ouais. près, 60 ans, 70 ans, c'était quoi tout ça? Là où Alors on ici, est. il y avait 5 hectares de ferraille, de montagne. Vraiment, c'était même difficile de s'y retrouver, même pour les gens qui bossaient à l'usine. Ouais. Il y avait des séries de conduites qui partaient dans tous les sens dans lesquelles on pouvait se balader, des bandes transporteuses qui étaient Ouais. carénées. Il y avait des ateliers partout. Chaque fois qu'il fallait construire une baraque, on construisait à gratte-ciel une baraque. C'était une montagne. C'était vraiment un vrai cauchemar de conduite, etc. D'ailleurs, quand j'étais gosse, je faisais des cauchemars où je me retrouvais dans l'usine. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je voyais des fils électriques partout, des trucs, je me sentais perdu. Et la première fois qu'on m'a amené ici à l'usine, dans la bagnole de la copain à mon père, j'avais fait un cauchemar. Ah ouais. C'était vraiment Parce qu'en plus, cauchemardesque. ça devait être une forme d'immensité. C'est-à-dire, Oui, c'était, oui, oui, oui. il y en avait partout, quoi. Voilà, il y avait même alors, dans une ville, il y a des noms de rues. Et alors ici, il y avait les rues, c'était les voies ferrées, qui avaient un numéro et un nom. Par exemple, il y avait Cavallini 415, nommé pour, je sais pas, quelqu'un qui s'appelait Cavallini. Il y avait le Toque Victoria, c'était la voie 212. Ouais. Donc il y avait des sortes de rues comme ça, en l'honneur de la reine Victoria. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quand on a construit un bout de l'usine, on l'a appelé comme ça. Mais c'était une ville, en fait, une usine, c'était une ville, Ouais. c'était... C'est ça? Oui, c'est ça. C'était une ville avec une hiérarchie particulière, avec que des hommes, très peu de femmes, une forme d'humour particulière et puis une vie particulière. Les gens avaient une deuxième vie ici. Hein. Ah oui, d'accord. Ils avaient l'alcool ici. Ouais. Il y avait même à une époque, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une citerne pour les ouvriers hein, de vin, Ah oui, d'accord. avec un wagon de vin. Donc la voie ferrée s'appelait cave à vin. Ok. Ouais. Ouais. Oui, donc c'était une organisation sociale interne à l'usine, enfin qui était à part de la ville, Ouais. de la ville. Et quand toi, tu découvres ça, quand tu découvres vraiment l'intérieur, tu le dis tout à l'heure, c'est quelle époque ça? C'est à quel moment que tu... Ah, c'était 1967, quand il y a eu la première grande grève. Là, j'ai pu rentrer à l'usine. Là, D'accord. tout le monde pouvait y rentrer puisqu'il n'y avait plus de garde, il n'y avait plus de quoi que ce soit. Mais tu y rentres avec tes appareils photo, caméra, etc. Alors non, en 67, moi j'étais tout petit. C'est Ah mon oui. père qui m'a dit, tiens, on va rentrer Oui, à l'usine. t'as parce que- 5 ou 6 ans, non? Enfin, je sais pas, non, t'as Oui, quel oui, âge? c'est ça, j'avais 5 ou 6 ans à l'époque. Donc là, vu qu'il y avait l'usine était plus surveillée, déjà moi avec des copains on y rentrait clandestinement, donc des Ouais. petits morceaux de l'usine, hein, Ouais. on jouait. Hein. Donc mes copains jouaient avec des mini bulldozers Matchbox, Ouais. moi je montais sur les vrais, quoi, avec Ouais. sur la commande, on était Ouais. heureux, hein, Ouais. mais bon, ça fonctionnait pas. Mais voilà, c'était la première connaissance de l'usine à 5-6 ans. Mais les grandes grèves, 67, puis il y a eu 68, Ouais, c'était un peu plus tôt en Moselle ouais. qu'en France, mais il y a eu quand même le mouvement de 68 qui démarre un peu plus tôt. Je lisais, je me demande si c'est pas un de tes bouquins, enfin je ne sais plus, mais que c'était véritablement des scènes de guerre. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire comme ça? Alors, C'est-à-dire... j'ai fait en reconstitution VR une scène basée sur les souvenirs. Oui, c'était une Ah ouais. scène de guerre. Parce qu'il y avait tout qui se mélangeait là-dedans. Il y avait l'OAS qui se battait encore contre Ah, le FLN ici. D'accord. Et Ouais. les choses n'étaient pas réglées. Mm. Et il y avait des affrontements terribles. Il y a même un policier qui est mort à Villerue. Hein. C'est des choses qu'on D'accord. ne retrouve pas dans les trucs. Mais non, c'était vraiment très, très, très violent. Hein. C'était violent. J'habitais à 50 mètres de l'usine. Les souvenirs que j'en ai, c'était terrible. Mm. Manquait plus que les chevaux. Hein. C'est plus l'époque, mais Ouais. ça tapait. Hein. Ça Mm. tapait. Pour revenir à ton travail de composition, on va dire les Ouais. choses comme ça, on va en parler aussi tout à l'heure sur l'autre site, mais ici même, tu as fait un travail de reconstitution Oui. visuelle. Oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'on avait 3 hauts fourneaux, donc c'est vraiment... Moi, on me destinait aux hauts fourneaux. Hein. Quand j'étais gosse, on me disait, tu poses trop de questions. Je demandais, c'était qui Madame Cahin Mais quel rapport avec le fourneau? Pose trop alors, de les questions. fortes têtes, on les mettait aux hauts fourneaux. Ah, d'accord. Ceux qui posaient trop de questions, on les mettait aux hauts fourneaux. Voilà. D'accord. Alors, moi, on avait déjà remarqué, je demandais au prêtre, si on met un cerveau dans un robot et le robot meurt, est-ce que le cerveau va au paradis? Donc le prêtre me disait, stop Thierry, toi tu vas aller au fourneau. Toi. Ah, c'est... Ouais, on me D'accord, destinait aux hauts fourneaux, je posais trop de questions. d'accord. Donc les hauts fourneaux me fascinaient. Bon, chimiquement, c'est des objets particuliers. Donc j'ai reconstitué la partie hauts fourneaux là, qui se trouve près de la...
À tout dernier mot, on va le voir, tu parlais tout à l'heure des odeurs, Oui. mais il y a aussi les lumières, Ah oui, et une lumière puissante 24 sur 24. Oui. 24 heures sur 24, c'est ça. Oui. Alors on avait des espèces de tours qui faisaient 60 mètres, des espèces de miradors, comme les projecteurs des stades de foot, dirigés dans tous les sens pour que ça éclaire. Donc la nuit, ça envoyait, hein, c'était 14 juillet tous les jours, avec les coulées qui rythmaient la journée. Donc il y en avait toutes les 4 heures, en sachant qu'il y avait 10 au fourneau, donc ça faisait des coulées pratiquement tout le temps. La nuit, c'était fantastique. Hein. Et donc, c'est marrant, tu dis c'était fantastique. Oui. C'était fantastique. C'était des beaux décors parce que moi je me souviens en hiver, les hauts fourneaux étaient refroidis par l'eau. Donc quand il faisait -10, ça faisait des cataractes de glace. Oui. Et quand on faisait une coulée derrière, c'était comme un diamant qui reprenait la lumière, l'envoyait dans tous les sens. Et avec la fumée, ça faisait des rayons de lumière, des rayons d'or qui partaient dans tous les sens. Donc c'était... Et troisième sens, le bruit. On a parlé du nez, on a parlé des Ouais. yeux. Le bruit, c'était bruyant. C'était bruyant, mais on était habitués. Les klaxons des locomotives, les locomotives diesel qui faisaient chauffer les moteurs le matin, ça rythmait notre vie, à tel point que quand il y avait un arrêt pour grève, c'était inquiétant. Ah oui, d'accord. L'arrêt du bruit, les oiseaux qui chantent, c'était bizarre. Le silence était angoissant. Ouais. Ouais, je Ouais. comprends. Ouais. Alors là, on est tout près. On arrive de là. On est au pied de ce bâtiment. Alors, Ouais. juste un mot, c'était quoi ce bâtiment? Alors ça, c'est une tranche de la centrale électrique de Fontois, qui était la D'accord. centrale des hauts fourneaux. Donc les hauts fourneaux dégageaient du gaz combustible qui était transformé en électricité. Et tout ça a éclairé toute l'usine, mais aussi toute la ville et tout le réseau de tramway jusque Thionville. D'accord. Mais elle semble relativement sur pied. Donc, elle a été utilisée à d'autres fins après? Alors non, il n'y a que dans les années 2000 où il y a eu des fêtes organisées un peu à l'intérieur, mais c'est difficile d'animer D'accord. cet endroit qui est au milieu de la nature. Là, il est un peu oublié pour l'instant. D'accord. Alors ici, on le rappelle, je l'ai même pas dit, tu vois, c'était la SMK, Voilà, Société métallurgique de Knutange. voilà. C'est ça, la société était rattachée à quel groupe? Alors c'était une société indépendante pendant la plus grande partie de son fonctionnement. Hein. Il n'y a qu'en 1964 où elle a fusionné avec Argondange pour former la SMS. Puis c'est devenu un peu Vadel-Sidlor, Sassilor, Ok. Solakfen, Oui, c'est à ça. la fin. Voilà, c'est Juste ça. avant la fin, ouais. Ça, c'est bien. Est-ce que le fait que tu aies, parce que tu as eu un parcours professionnel riche, on le disait, mais aussi universitaire, parcours de recherche, Ouais. avant, est-ce que le fait d'avoir été aux Beaux-Arts, parce que tu es passé par les Beaux-Arts, t'a aidé justement à avoir cette approche sur tous ces lieux-là, Ouais. avec ton matériel photographique ou Oui, de oui, caméra? oui. Alors au début, moi aux Beaux-Arts, c'était à Metz, donc on était spécialisé dans la photo. J'ai fait énormément de photos de gens au travail. Ah oui. Et je me suis tellement intéressé aux choses, de ces choses-là, que j'ai travaillé avec le père Bonnet, Serge Bonnet, Ah qui oui. était directeur de recherche au CNRS. Donc j'ai travaillé sur 2 ouvrages avec lui. Et lui il m'a dit, écoute, tu es tellement intéressé, tu fais un travail, essaye de t'inscrire sur un cursus à angle mort qui n'est pas très utilisé en recherche. Donc la formation technique des apprentis. Ah ouais. Et c'est ce qui m'a décidé de faire un 2e cursus après les Beaux-Arts et d'entrer en fac d'histoire. Serge Bonnet qui a travaillé, je crois, aussi ensuite au ministère de l'Agriculture avec François Guillaume. Oui, c'est Voilà. vrai, en 86. Ouais, un sacré personnage Oui. aussi, Serge Bonnet, d'accord, t'as Ah travaillé. ouais. Et puis alors Victor Madeleine, on va dire un mot quand même sur Victor Oui, Madeleine, oui, parce oui. que c'est un personnage ici. Ouais. Toi, tu l'as côtoyé, Oui, fréquenté. je l'ai connu, oui. Ouais. Bon, il connaissait tout le monde à Nilvange et il a travaillé avec mon grand-père. Mon D'accord. grand-père, lui, travaillait ici, hein, il était contremaître et il avait sous ses ordres Victor Madeleine, qui connaissait mon grand-père et qui disait c'est un chieur, on a souffert avec lui. Bon, c'est vrai qu'à l'usine, ça marchait un peu d'une façon spéciale, mais oui, ils ont travaillé tous les deux ici. Hein. D'accord. Ouais. On peut rentrer à l'intérieur? Oui, oui, on va rentrer, poursuivre notre ouais. conversation là-bas, on va Ok. regarder. Derrière nous, ce bâtiment dont tu parlais tout à l'heure, c'est peut-être le moment de nous expliquer techniquement là, comment se fait le travail de recomposition en 3D. Tu viens d'abord ici, ensuite il y a un travail automatique, technique, comment ça se passe? Oui, alors c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a plus de plans. Quand les usines ont fermé, ils ont rempli les bennes et ils ont tout brûlé. Ah oui, Donc ils ont gardé quelques plans pour la démolition, mais on ne trouve plus de plans. Donc je dois travailler avec des photos anciennes,
des fois avec des souvenirs, et puis commencer à reconstituer avec un logiciel 3D sur un PC, et j'essaye de retrouver les textures, les usures, la poussière, parce que sinon un bâtiment est trop neuf. Donc je fais toutes les époques, la construction et jusqu'en 71 où là les bâtiments sont vraiment usés, les briques sont recouvertes de poussière, il y a des concrétions partout. Donc c'est un travail des fois de mémoire. Alors je dois tout dessiner avant de me mettre sur donc il n'y a rien l'ordinateur. de... Parce que si on se met sur un ordinateur avec le cerveau vide, on n'obtient rien de bon, à peine des cubes et des choses comme ça. Ça on voit assez souvent. Donc moi je tiens absolument aux usures, aux textures. C'est la partie la plus dure. Donc je suis un peu comme un preneur de son. Là j'arpente le sol, je regarde les mousses, les saloperies au sol et j'essaie de voir si c'est pertinent ou non. Donc des fois ça l'est, hein, toutes ces textures-là m'intéressent. Les murs usés, les peintures, les dégoulinures, là où la mousse pousse. Alors je reproduis aussi les coulées, donc c'est à liquide visqueux, la fonte qui est très lourd. Oui, donc il n'y a rien d'automatique comme je le disais. Ah non, l'intelligence artificielle ne donne rien. C'est extrêmement long. Oui, c'est très long. Très bien. On va tout doucement poursuivre. Tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Non, on ne va pas aller dans une zone interdite. Là. Quand on était petit, on ne pouvait pas aller voir le château du directeur. On ne pouvait pas s'en approcher. Là, on va aller voir. Ouais, là, on va rentrer. Ouais. Eh bien, mon cher Thierry, déjà, dernière séquence. Oui. Faut que tu nous expliques d'abord, là, on a le château du directeur, on va en reparler. Mais dans la rue, là, il y a une rue qui monte, il y a des maisons d'ingénieurs, des maisons d'ouvriers. Tout ça a été organisé pas au hasard du tout. Non, c'était une architecture en étoile. C'est-à-dire que le château était au centre de la ville. Et il y avait un rayon qui partait vers l'usine. Et après, plusieurs qui partaient vers une rue d'employés, de contremaîtres. 4 rues d'ouvriers et puis des ingénieurs à chaque bout. À chaque bout des rues ouvrières, il y avait un ingénieur avec le téléphone et un autre ingénieur avec le téléphone. Donc le directeur pouvait d'un coup d'œil voir s'il y avait des attroupements dans la rue et avoir un coup de téléphone des ingénieurs s'ils constataient ça commençait à bouillir sous la marmite. Ah oui, d'accord. Donc tout ça était très surveillé. Oui, c'était bien pensé. Avec des souterrains aussi qui permettent au directeur de s'évader si jamais il est pris en otage. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Comment c'était l'intérieur de ces maisons? Alors on va parler plutôt peut-être de celle des ingénieurs et des ouvriers. C'était plutôt confort, dit-on, pour l'époque? Oui. Alors, ouvriers, ingénieurs ou contremaîtres avaient le même espace vital. Vraiment la même surface, hauteur de plafond. La seule chose qui changeait, c'était chauffage central pour les ingénieurs et puis directeurs. Chauffage au poêle et puis et au tout début on avait les cités casernes comme dans le nord. Là on a encore 4 rues qui sont très bien conservées. On a un patrimoine complet à Nilvange de tous les types de cités. Et surtout on a le château. Contrairement à d'autres communes qui ont laissé les châteaux pourrir, en revanche, après la chute de la sidérurgie, ici il y a une association de retraités qui a conservé depuis 1980 le château, l'a entretenu et il l'a empêché de pourrir et il est encore visitable. Parce qu'à d'autres endroits, tu disais, on les laissait globalement volontairement pourrir. Oui, il y a des mairies qui ont eu, notamment dans le Pays Haut, sur Longwy, une attitude vraiment très offensive en disant les vampires nous ont sucé le sang, on laisse pourrir, on détruit, on vend et on détruit. D'accord. Et ce château-là, il est différent parce que la plupart des directeurs d'usine avaient des corps de ferme, des bâtiments cubiques, comme les de Vadel, sans la même vue architecturale. Ici, on a une architecture allemande pour le toit, française, Troisième République pour l'ensemble du bâtiment, avec des décorations, des stucatures qui sont purement germaniques. Et tout ça... Donc construit sous la période d'annexion. Oui, voilà, on est en 1898, c'est la période allemande. D'accord. Alors justement, j'arrive à un sujet, il faut qu'on l'aborde rapidement. Tu es élu ici aussi à Nilvange depuis les dernières élections municipales. Voilà, depuis très peu de temps. Chargé du patrimoine, de l'histoire de la culture, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que fait un adjoint au maire chargé de ces questions-là dans une ville comme Nilvange? Quels sont ses soucis principaux? Alors, il y a beaucoup à faire. Par exemple, il y a des souterrains sous l'usine qui nous permettent d'envisager des travaux d'assainissement. Il y a tellement de souterrains qui sont consacrés à utiliser les eaux qu'on peut les réutiliser. Donc là, on va avoir des économies de 250 000 € en utilisant déjà les réseaux souterrains. Donc je dois retrouver les plans. Ici, on doit rédiger normalement une histoire aussi de ce château.
Il y a une communication à faire avec les monuments historiques aussi pour que les habitants du coin ne soient pas embêtés chaque fois qu'ils mettent une cabane dans le jardin. Là, il y a un travail à faire. Et puis, il y a aussi des travaux à faire par rapport à des terrains qui doivent être vendus. Est-ce qu'ils sont constructibles ou non? Parce que le sous-sol, il y a des endroits où c'est du vrai gruyère. Le terrain est attrayant en surface alors qu'il est foutu. En dessous, il est condamné, on ne peut pas vendre. Donc voilà, il y a constamment des choses. Et puis, il faut que la population se sente bien. Un habitat qui a une histoire, on peut trouver des subventions pour restaurer. Et ça fait baisser le prix des loyers et ça augmente la valeur de l'habitat. Mais la population est sensible à son histoire. Tu le ressens, ça, tu l'entends? Oui, parce que là, on parcourt les rues déjà avec un autre conseiller et puis les gens viennent spontanément nous voir et ils nous racontent des histoires dont on ignorait tout. Sur la libération. Ça, c'est formidable. Même sur l'annexion, ça s'est transmis oralement de père en fils. Ça, c'est formidable. Un tout dernier mot. Tu as écrit beaucoup aussi, livres. Donc, des livres d'histoire, sur l'histoire ouvrière, l'histoire de l'immigration aussi, je crois. Même démarche. Est-ce que on a démarré l'émission, tu disais, il y a une nostalgie qui est aussi une forme de moteur chez moi dans tout ce que je fais. Est-ce que c'est le cas aussi pour les livres? Est-ce que ça a été ça ou pas? Les livres, disons que les livres m'ont servi à comprendre où je vivais. Au moment où je commençais à lire, je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Quand j'ai démarré mes études sur la formation des apprentis, l'histoire de Nilvange, je ne connaissais pas. J'avais envie d'approfondir, de savoir moi-même. Et à l'époque, il n'existait pas de livre là-dessus. Donc je l'ai fait pour moi, en sachant que je suis fait de la même chair et du même sang que d'autres jeunes et puis d'autres personnes plus âgées. Parce qu'il y a une demande de la part des jeunes. Je crois. Tout à fait. Et puis un roman, on en parle quand même. Il y a eu Apollo 20. Oui, un roman, qui se passe pendant la guerre froide. Là, c'est une récréation. Disons que la sidérurgie, c'est un énorme plat de résistance. Et l'histoire de la conquête spatiale, ça, c'est le dessert. D'accord. Donc, ça porte sur la guerre froide et une expédition secrète sur la Mais Lune. un roman. Un roman, oui. Un roman. Et pourtant, quand tu étais gamin, tu me disais, le ciel, tu ne le voyais pas tant que ça. Les étoiles avec toutes les pollutions des usines, tu ne les voyais pas? Alors je lisais bien des choses sur les étoiles dans le ciel et puis la Voie lactée, mais je ne voyais rien dans le ciel. Nous, on avait une lumière de la sidérurgie qui nous masquait absolument tout. Donc il a fallu que je parte en vacances en Alsace pour que je voie pour la première fois les étoiles là, au mois de juillet. Et j'étais terrifié. J'ai vu la Voie lactée, je ne savais pas ce que c'était que ces traînées grises lumineuses dans le ciel. Et après, je me suis intéressé à l'astronomie. Là, pour moi, c'était une jungle, un territoire vierge dans lequel je m'enfonçais, et, plein de légendes. En tout cas, un grand merci Thierry pour cette balade passionnante, mais vraiment passionnante avec toi. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Oui, ok, merci. On se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.